Alors, vidéo de correction du sujet numéro 2 de mathématiques, session 2023, donc spécialité du bac général. On va d'abord faire une petite analyse rapide du sujet, qui honnêtement est d'un niveau moyen. Il ressemble un peu plus au sujet qu'on aurait pu trouver avant la réforme et le système de spécialité, donc le sujet un petit peu plus dur que d'habitude, même si ça reste nettement accessible avec ce que vous avez étudié en classe. La première partie, l'exercice 1, est un exercice de probabilité. Donc un exercice assez simple, avec des probabilités conditionnelles, de la loi binomiale. Rien de très compliqué, tout peut se faire avec la calculatrice au niveau vérification. Un exercice 2, donc uniquement sur les suites, pas forcément très difficile, on vous demande juste d'appliquer quelques formules, de montrer que vous connaissez votre cours et de l'appliquer dans un contexte donné. L'exercice 3, là ça commence à devenir un petit peu plus costaud, on a de la géométrie dans l'espace et on a une petite difficulté dans cet exercice, c'est que il manque quelques informations dans le sujet pour vous rassurer, on va dire. Donc d'habitude vous avez des questions en mode vérifier tel résultat, là ici elles sont pas forcément très nombreuses ces questions et si malheureusement vous loupez la toute première question, ben, certaines questions derrière deviennent un peu difficiles. Donc cet exercice 3 à mon avis va faire souffrir pas mal d'élèves au niveau des résultats. La dernière partie, une étude de fonction, donc une fonction logarithme composée avec une fonction exponentielle. Les questions ne sont pas forcément d'un niveau très difficile sur le début, un calcul de limite, un calcul de dérivée, un travail sur les tangentes et la convexité, et juste une question un peu inhabituelle à la fin, qui peut prendre un petit peu plus de temps. Alors, quelques questions difficiles dans ce sujet-là de manière générale, mais j'estime que normalement la moyenne est accessible à condition d'avoir un minimum de connaissances sur son cours. Donc on va corriger dorénavant chacun des exercices un par un. Alors ce premier exercice, uniquement sur les probabilités, déjà on s'aperçoit que c'est un QCM. Toujours vérifier les informations sur les QCM, mais on commence à avoir l'habitude pour le baccalauréat, c'est que vous avez une seule des quatre réponses qui est exacte, donc pas de système avec plusieurs réponses. On n'enlève aucun point si jamais vous oubliez de répondre ou si vous répondez une mauvaise réponse. Donc sous-entendu, si vous répondez au hasard, tout va bien. Et surtout, aucune justification n'est demandée. Bon, ça c'est une râlerie de prof, c'est un petit peu dommage de ne pas demander de justification, mais au moins pour les élèves, ça fait quelques points gratuits. Donc l'exercice contient 5 questions, vous pouvez deviner d'avance qu'elles vont être sur un point chacune. La première chose à faire, donc lire le sujet, on vous parle d'un jeu vidéo, vous devez choisir un monde A ou un monde B. Donc premier étage de votre arbre de probabilité, monde A, monde B. Et ensuite, vous avez la possibilité de gagner ou de perdre. Donc gagner marqué par la lettre G, perdre marqué par la lettre G bar. On place les probabilités. Probabilité que le joueur choisisse le monde A de cinquième. Du coup, la probabilité qu'il choisisse le monde B, c'est le complémentaire 3 cinquièmes. Si jamais le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie est de 7 dixièmes. Donc 7 dixièmes qu'il gagne la partie quand je pars du monde A, et 3 dixièmes que je ne gagne pas la partie si je pars toujours du monde A. Si je pars du monde B, alors attention, pas de précipitation, il est marqué la probabilité que le joueur gagne la partie est de 12/25e. C'est pas précisé en partant du monde B. Donc ça veut dire que là ici, les deux probabilités qui sont ici ne vous sont pas données dans l'exercice. Mais c'est pas grave, ce que l'on va supposer, c'est qu'on va nous demander de les chercher. Et la probabilité que le joueur gagne la partie est de 12 sur 25, ça ne se place pas sur l'arbre, ça va forcément vous servir à faire les calculs. Normalement, vous avez l'habitude, une fois que l'arbre est fait, les questions sont censées s'enchaîner assez vite. Donc première question, la probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à... Alors, quatre propositions, je ne vais pas les détailler plus en détail que ça. Donc choisissent le monde A et gagne la partie. Choisissent le monde A et gagne la partie. Vous savez utiliser l'arbre de probabilité, vous avez juste à faire 2 cinquièmes fois 7 dixièmes. Vous faites le calcul et vous trouvez la réponse. On peut rappeler les notations, donc choisissez le monde A et gagne, donc une intersection, vous prenez P de A et vous multipliez par la probabilité de G sachant A. Probabilité de G sachant A, c'est celle-là. Le calcul amène 7 sur 25, vous trouvez donc la réponse C, 7 sur 25. Alors maintenant, on veut la probabilité de G sachant B. Donc la probabilité de G sachant B. Et vous l'intriquerez en français au cas où vous n'auriez rien suivi en cours. Alors ça, c'est la probabilité qui est ici, la probabilité qu'il manque. Donc la question, c'est comment la trouver. C'est à ce moment-là que vous utilisez l'information donnée dans l'énoncé. Je vous rappelle que dans l'énoncé, on vous a dit que la probabilité de gagner est de 12 sur 25. Mais gagner, vous avez deux façons de le faire.
Soit vous le faites en passant par A, vous gagnez en passant par A, et ça on l'a calculé déjà, ça faisait 7 sur 25. Mais il y a aussi la probabilité de gagner en passant par B. Donc 7 sur 25, alors qu'on m'a dit que la probabilité de gagner P de G était de 12/25e, il me manque 5 sur 25. Vous pouvez le présenter comme ça. La probabilité de gagner, c'est la probabilité de gagner avec A plus la probabilité de gagner avec G. Moi, pour l'instant, je cherche celle-là, la probabilité de gagner avec G. Donc, je fais la petite soustraction pour voir combien est-ce qu'il manque. Il manque 5 sur 25. Alors, attention, c'est pas terminé. Parce que 5 sur 25, c'est le bilan du chemin qui est là. Je peux utiliser la petite formule que vous avez vue en classe. Donc, pour avoir une probabilité conditionnelle, vous faites la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de la condition que vous avez posée. Donc, sous cette forme-là, la probabilité de B inter G divisée par la probabilité de B. B inter G, on a annoncé 5 sur 25, on divise par 3 sur 5. Bon, vous pouvez faire le calcul par vous-même ou tout simplement demander à la calculatrice qui vous répondra un tiers. Ça correspond donc à la réponse B. On enchaîne avec trois autres questions. Alors, ces trois autres questions, elles vous changent un tout petit peu le cadre. On vous dit que le joueur effectue 10 parties successives. On assimile cette situation à un tirage aléatoire avec remise. On rappelle que la probabilité de gagner une partie est de 12 sur 25. Vous connaissez votre programme, vous avez tout de suite compris, c'est une loi binomiale. On commence par vous demander la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne exactement 6 parties. Vous êtes dans une loi binomiale, vous voulez calculer P de x égale 6, vous connaissez normalement la façon de faire cette formule en utilisant donc 6 succès parmi 10 parties. Donc fois 0,48 puissance 6, parce que 0,48, donc bon, je l'ai simplifié, c'est le 12 sur 25. C'est la probabilité du succès. Donc vous voulez 6 succès, donc 0,48 puissance 6. Les autres sont des échecs, donc c'est 0,52 puissance 4, parce que si le succès est à 0,48, l'échec sera à 0,52. Et vu que vous avez 6 succès, il vous restera 4 échecs. Donc vous faites le calcul et vous trouvez le résultat, environ 0,188, ce qui correspond à la réponse C. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour faire ça. Sur la calculatrice Numworks que je conseille à tout le monde au niveau du lycée, vous pouvez utiliser le module probabilité. Donc dans le module probabilité, vous pouvez aller sur loi binomiale et vous pouvez dire donc je fais 10 parties avec une probabilité de succès de 0,48. Donc il faut juste bien sélectionner ici ce que vous voulez. Alors vous voulez une probabilité précise, donc il faut sélectionner celui-là. Donc vous pouvez voir comment ça l'écrit, P de x égale quelque chose. Et donc moi ici je veux probabilité de x égale 6. Voilà, et on me donne le résultat, 0,188 à peu près. Vous pouviez aussi utiliser le module calcul, donc on va montrer comment est-ce qu'on pouvait l'avoir. Donc dans ce module calcul, vous allez dans la boîte à outils, vous allez sélectionner les options de probabilité. Alors, dans probabilité, donc soit vous faites comme je vous l'ai montré en utilisant la formule, dans dénombrement, vous prenez le coefficient binomial 6 parmi 10, multiplié par 0,48 puissance 6, donc ça correspond à vos 6 succès, multiplié par vos échecs, 0,52 à la puissance 4, vous avez la réponse. Ou alors, dans notre boîte à outils, alors plutôt que d'aller dans dénombrement, vous pouviez aller dans loi de probabilité, dire que vous vouliez une loi binomiale, et donc vous voulez P de x égale quelque chose, donc il faut juste le remplir correctement. Donc je veux 6 succès parmi 10, avec une probabilité de succès de 0,48. Bon, encore une fois, vous avez le même résultat. Donc plein de façons d'avoir le résultat avec votre calculatrice. Calculatrice qui va vous servir d'ailleurs pour la question 4, parce que là, cette fois-ci, on vous dit, on veut un antinaturel n pour lequel la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne au plus n parties est de 0,207. C'est-à-dire que vous voulez la probabilité que x soit au maximum égal à n, x inférieur ou égal à n, soit de 0,207. Ben, là ici, je m'embête pas, je vais directement sur la calculatrice, je retourne dans le menu probabilité, et donc loi binomiale, ça va être le plus simple, donc 10 essais avec une probabilité de succès de 0,48. Si vous savez utiliser votre calculatrice, alors je vais me mettre en mode inférieur ou égal, donc là ici c'est la partie jaune à gauche pour avoir du inférieur ou égal. Donc, et je vais tester. Donc pour P de x inférieur ou égal à 0, j'ai 0,001. C'est pas du tout celui-là. Donc je vais modifier. Donc pour n égale 1, ça donne quoi? Ça donne 0,015 à peu près, c'est pas ce que je veux. Pour 2, 0,07. Alors je vérifie, c'est toujours pas celui que je veux.
Je tente pour 3. 0,207 à peu près, c'est celui que je veux. Donc ici, il fallait mettre 3. Donc P de x inférieur ou égal à 3. Donc la réponse attendue était donc la réponse n égale 3, réponse B. On enchaîne avec la question 5. Donc ça, c'est une question super classique. On veut la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. Donc vous savez que gagner au moins une partie, bah, ça pouvait vouloir dire en gagner une, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à 10. Vous savez que du coup, bah, les seuls que vous prenez pas, c'est ceux qui ont gagné 0 partie. Je vous rappelle la façon de présenter les choses. Vous voulez la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 1. Donc vous allez prendre le contraire. Donc la probabilité que x soit strictement plus petit que 1, c'est-à-dire bah, égal 0. Et vous allez l'ôter au 100%, au 1. 1 moins p de x égale 0. P de x égale 0, ben c'est le cas où vous avez uniquement des échecs. Donc vous avez fait 10 fois l'expérience, donc 10 échecs. Je vous rappelle que la probabilité du succès était à 12 sur 25, donc la possibilité de l'échec est à 13 sur 25. Vous n'avez plus qu'à rajouter ceci à la suite du calcul, et vous avez le résultat. Donc 13 sur 25 puissance 10 pour les 10 échecs, et vous les ôtez à 1, et donc la bonne réponse, c'était la réponse D. Terminé pour cet exercice de probabilité qui très honnêtement pouvait se faire en un petit quart d'heure grand maximum si vous prenez le temps de tout présenter proprement. On arrive sur l'exercice 2. Alors un exercice dont le thème principal ce sont les suites, même si vous avez quelques petits calculs sur une fonction et un algorithme à faire à la fin. Donc on vous met dans un cadre d'étude de population avec une population qui démarre à 100 000. On parle d'insectes, donc 5 000 insectes. Vous vous posez la question, c'est si cette population évolue, c'est est-ce qu'elle ne risque pas de dépasser les 400 000? On vous dit que le problème, c'est qu'il faut surtout pas que le nombre d'insectes dépasse les 400 000. Alors, bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas les étudier, et donc on vous propose une formule pour essayer de trouver comment ça va évoluer. On vous dit, supposition, le nombre d'insectes augmente de 60% chaque mois. Bon, on va aller assez vite sur les questions. Justifier que pour tout entier naturel n, un est égal à 0,1 fois 1,6 puissance n. Donc on cherche d'où viennent les choses. Alors, ben, le 1,6, il vient du 60%. Augmentation de 60%. Vous passez, vous démarrez de 100%, vous ajoutez 60%, ça fait donc 160, 160%, qui se traduit par 1,6. Augmenter de 60%, c'est la même chose que de multiplier à chaque fois par 1,6. Votre nombre de départ, c'est votre population initiale. Alors normalement, elle est de 100 000. Mais ici, on va exprimer les choses en millions. Donc 100 000, ça fait 0,1 million. Donc mon nombre de départ, 0,1, multiplié à chaque fois par 1,6, et je mets puissance n pour le nombre de mois passés. Vous avez reconnu ce que c'était, c'est une suite géométrique. Alors ce genre de question, en général, la question surtout, c'est de comment est-ce qu'on présente la rédaction. Je vous propose simplement celle-ci. Donc, je rappelle, donc augmentation de 60%, c'est multiplié par 1,60 ou 1,6. Je suis donc dans le cadre d'une suite géométrique de raison 1,6. Donc, pour moi, la phrase importante, c'est celle-là. Dire que vous êtes dans le cadre d'une suite géométrique de raison 1,6. Après, ça peut être bien de préciser que vous connaissez le premier terme qui est U0, 0,1. Il est donné dans l'énoncé, donc vous n'avez pas trop à insister. Donc, vous connaissez la formule, les suites géométriques, donc pas de souci, vous pouvez donner directement la formule. On vous demande ensuite une série de calculs assez classiques. Déterminer la limite de la suite UN. Donc UN, vous avez maintenant cette formule-là, donc 0,1 fois 1,6 puissance n. Alors, c'est ça que vous devez regarder. Alors 1,6 puissance n, un nombre plus grand que 1 puissance n, vous êtes censé savoir que ça va vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par quelque chose, ça reste plus l'infini. Au niveau présentation, vous avez juste ça à écrire, donc dire que 1,6 est plus grand que 1. Donc 1,6 puissance n va vers plus l'infini, donc diverge vers plus l'infini. Et donc comme vous multipliez par 0,1, je vous avoue que je ne mets même pas de détail entre là et là, je considère que c'est évident. L'infini fois quelque chose, ça reste l'infini. Alors normalement on pourrait déjà répondre à la question 4, si ça va vers l'infini, ça va forcément dépasser les 400 000. Après, on vous demande de faire une petite inéquation à la question 3 pour justifier à partir de quel entier naturel n vous allez dépasser les 400 000. 400 000 sous forme 0,4, 0,4 millions, ça fait bien 400 000. Alors, petite équation que vous devez savoir résoudre. Donc, vous voulez que 0,1 fois 1,6 puissance n soit supérieur à 0,4. Alors, je vais d'abord diviser par ce 0,1. En faisant ça, vous avez 1,6 puissance n plus grand que 0,4 divisé par 0,1. J'ai divisé par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre, ce symbole reste dans le même sens. J'enchaîne, donc l'étape suivante,
c'est tout simplement de faire le calcul de la division. 0,4 divisé par 0,1, ça fait 4. Donc rien de très méchant. Et là ici, donc il faut savoir faire les choses. Vous avez une puissance. Une équation avec une puissance, on vous a appris à la résoudre cette année. Il suffit d'appliquer un logarithme. Donc en appliquant un logarithme, vous avez ln de 1,6 puissance n qui est supérieur à ln de 4. Je rappelle, le ln ne change pas l'ordre de votre inéquation parce que c'est une fonction croissante. Donc au bac, on vous embêtera pas trop avec la justification. Si vous l'avez fait, on sera déjà très content. Donc le ln permet une chose, c'est qu'il permet de sortir la puissance. La puissance n qui est ici va sortir en multiplication devant. Donc vous faites ça et vous vous retrouvez avec n fois ln de 1,6. Donc l'étape suivante, c'est de réussir à passer le ln de 1,6 de l'autre côté. Vous le faites via une division, donc divisé par ln de 1,6. Encore une fois, j'ai le droit de diviser par ln de 1,6 et surtout, il ne change pas l'ordre parce que ln de 1,6 c'est un nombre positif. Attention, certains logarithmes sont négatifs. Si vous aviez eu ln de 0, quelque chose, ça aurait été un nombre négatif et ce symbole-là se serait inversé. Alors, vous demandez à la calculatrice ce que ça fait ln de 4 sur ln de 1,6. Le travail est déjà fait ici, donc pour moi donc ça fait à peu près 2,95. Mais attention, je me rappelle d'un tout petit truc, c'est que le nombre n que je cherche c'est un nombre entier. Donc alors je dois être plus grand que 2,95, à peu près. Donc mais vu que je suis forcément un nombre entier, ben, plus grand que 2,95, ça veut dire que ça va être bon à partir de 3. N ne peut pas être égal à 2,97, c'est pas possible vu que n c'est un entier. Donc là ici la réponse c'est de dire que votre n va être supérieur ou égal à 3. Donc j'enchaîne avec une toute petite phrase réponse. Un sera strictement supérieur à 0,4 à partir de n égale 3. La question 4 est assez facile. On vous dit, selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera-t-il préservé? On rappelle que nous, notre problème, c'était qu'il ne fallait surtout pas dépasser les 400 000. 400 000, on avait expliqué que ça correspondait au 0,4. Donc bah, justement, si UN dépasse le 0,4, bah, ça veut dire que c'est fichu, on a dépassé les 400 000. Bah, la question 3 me permet de répondre directement à la question 4. Donc là ici, j'ai juste à rédiger, selon la question précédente, comme je dépasse les 400 000 dès le troisième mois, donc le mois n égale 3, ben, l'équilibre du milieu naturel ne sera pas conservé dans ce cas-là. Donc ce cas-là, c'est-à-dire la supposition que vous avez une augmentation de 60% par mois. On vous fait continuer l'exercice avec une partie B. Je rappelle que quand vous avez plusieurs parties dans un exercice de type bac, il y a de grandes chances que ce soit complètement indépendant et que les deux parties n'aient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Ou que dans le pire des cas, que la partie B, ça permette de vérifier les réponses de la partie A. Ici, c'est juste quelque chose de complètement indépendant. Alors, on vous donne une nouvelle formule. On vous dit que, bah, en fait, la formule qu'on avait utilisée à la partie A était pas terrible et on vous propose d'en essayer une autre. Donc, on vous donne V0 égale 0,1, vous commencez toujours avec vos 100 000 insectes, et on vous dit Vn plus 1 est égal 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. Donc, on commence avec des questions basiques. Donc, première question, c'est la question gentille, juste pour montrer que vous avez lu l'énoncé. Le nombre d'insectes au bout d'un mois. Donc, c'est-à-dire à n égale 1, donc c'est-à-dire que vous voulez calculer V1. Ben, j'applique cette formule-là. V1 est égal 1,6 fois V0 moins 1,6 fois V0 au carré. Je remplace V0 par le résultat ici et j'ai directement la réponse. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 0,144. N'oubliez pas de traduire parce que la question c'est le nombre d'insectes. Donc, le nombre d'insectes c'est pas 0,144, ça ici c'est 0,144 millions. Donc il faut le traduire en 144 000 insectes. On enchaîne, question petit 2, vous avez une petite équation assez gentille, donc vous démarrez de la fonction 1,6x moins 1,6x carré pour un certain x entre 0 et 1 demi. On vous demande l'équation f de x égale x. Donc équation assez facile. Donc je rappelle qu'on m'a imposé que x était entre 0 et 1 demi. Donc f de x égale x. Bon bah déjà je traduis. F de x, je connais la formule, elle est donnée dans l'énoncé, c'était 1,6x moins 1,6x carré, je veux que ce soit égal à x. Bon, ma première étape, vous passez le x de l'autre côté. Donc moins x, il vous restera 0,6x. Donc et les x carrés, vous n'y avez pas touché. Donc étape suivante, là ici, vous êtes là. Donc ensuite, vous pourriez dire c'est un polynôme de second degré, faire le calcul du discriminant delta égale b carré moins 4ac, trouver un delta positif et dire qu'il y a deux solutions. Mais là ici, vous avez un x en facteur commun. Quand vous avez un x en facteur commun, vous ne vous posez pas la question, vous factorisez par x. Donc là ici, vous avez x multiplié par 0,6,
x multiplié par 1,6x, vous pouvez vérifier, hein, x fois 0,6, 0,6x, x fois 1,6x, 1,6x carré. Vous avez donc une forme d'équation produit, donc une multiplication égale à 0, ça veut dire que ben, c'est soit x qui fait 0, soit c'est ce truc-là qui fait 0. Donc ça se transforme en 2. Ici, j'ai fait la résolution assez vite. Donc, ce truc-là, il est égal à 0. Je passe le 0,6 de l'autre côté, moins 0,6. Et je divise par le coefficient devant x, moins 1,6. Bon, moins par moins, ça devient plus. 0,6 sur 1,6, 0,375. J'espère que vous savez résoudre cette sorte de problème. Donc là, ici, je me permets de mettre ma phrase réponse. L'ensemble des solutions de cette équation est 0, 0, 375. Deux solutions. La question suivante, on me demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1,5. Alors, plusieurs méthodes possibles pour montrer qu'une fonction est croissante. Bon, soit vous regardez la tête de la fonction et vous dites ah tiens, celle-là je la connais, ou alors vous faites le calcul de dérivée et vous étudiez donc les variations de la fonction à partir du signe de la dérivée. Là, ici, c'est une fonction de second degré. Une fonction de second degré, je rappelle que le dessin c'est une parabole qui a un sommet. Si vous l'avez rentré dans votre calculatrice d'ailleurs, vous avez pu demander un graphique pour voir à quoi elle ressemblait. Donc le graphique, le voilà. Donc vous avez un maximum. Alors là ici, ce maximum, il est là. Donc on voit bien que son maximum est en 0,5. On voit bien qu'elle est croissante entre 0 et 0,5. C'est bien ce que l'on veut. Alors si je dois rédiger ça, je vais me contenter de dire que f est une fonction de second degré, donc je rappelle ax carré plus bx plus c, avec ici le petit c qui fait 0. Je rappelle qu'une fonction de second degré a toujours un extrémum local, enfin même un extrémum tout court, en moins b sur 2a. Donc moins b, donc moins 1,6, divisé par 2 fois moins 1,6, encore une fois moins par moins ça fait plus, 1,6 sur 3,2 ça fait 0,5. Donc là ici c'est son maximum vu qu'on sait que A est négatif. Donc vous avez une parabole, vous l'imaginez, elle est en train de monter jusqu'à son maximum et elle redescend. Son maximum il est atteint pour une valeur x à 0,5. Donc entre moins l'infini et 0,5, la fonction est en train de monter, elle est croissante. Donc si elle est croissante sur moins l'infini 0,5, ben, en particulier entre 0 et 0,5. Bon, si toutefois vous êtes plutôt un mordu de la dérivation, parce que vous ne connaissez pas les fonctions de second degré, ben vous rappelez qu'elle est dérivable, vous rappelez le calcul de sa dérivée, donc je rappelle que la formule c'était moins 1,6x carré plus 1,6x, donc alors c'était à l'envers, c'était le 1,6x en premier, donc dérivée 1,6, et la dérivée de 1,6x carré c'est 3,2x, parce que vous multipliez par 2. J'espère que vous vous en rappelez. Donc, si vous appliquez cette méthode, donc tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre tableau de variation, donc en indiquant votre dérivée, en indiquant qu'elle est tout le temps positive, sauf justement en 0,5. Si vous avez calculé x pour que ça fasse 0, 0,5 vous donne un résultat 0, mais on s'en fiche, c'est positif pendant tout le reste du temps. Donc, si la dérivée est positive, ben, ça veut dire que la fonction est croissante. Ça marche aussi très très bien. On arrive sur la question 3. Donc, question 3, des questions vraiment classiques, vous avez dû les travailler plein de fois cette année. Alors, montrez par récurrence que pour tout antinaturel n, vous avez 0 plus petit que vn, plus petit que vn plus 1, plus petit que 1 demi. Alors, bon, pour faire ça, donc une récurrence, je vous rappelle, il y a plusieurs étapes. Bon, première étape, je vais déjà mettre une notation pour me simplifier la vie. On va dire que cette propriété-là, on va l'appeler Pn. Donc, je l'ai écrit ici, Pn, c'est exactement la propriété que j'ai écrite ici. Alors je commence avec l'initialisation. L'initialisation, je cherche le plus petit n pour lequel ça marche. Donc ici on me demande de vérifier pour tout entier naturel n. Donc je vais commencer avec n égale 0. Donc ben, n égale 0, ça veut dire que lui ce serait v0 et que lui c'est v1. Coup de bol, je les ai déjà calculés. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Pour n égale 0, je rappelle les valeurs de v0 et de v1 que j'avais déjà calculées. Ben, j'ai bien 0 plus petit que v0 plus petit que v1 qui lui-même est plus petit que 1,5. J'affirme que la propriété p0 est vraie. J'entame alors la récurrence. La récurrence, je rappelle que vous supposez qu'il y a un certain n tel que la propriété Pn est vraie. Alors, si ça c'est vrai, alors je voudrais passer à l'étape suivante. Je voudrais passer ici à 0 plus petit que vn plus 1, plus petit que vn plus 2, plus petit que 1,5. Donc en gros, je vais augmenter le rang de chacun de ces nombres-là. Alors, j'ai le droit de faire une petite chose, vu que Vn plus 1, ça se calcule à partir de Vn en utilisant la fonction f. Donc j'ai bien repéré que c'était la fonction f. Ben, j'applique la fonction f. J'applique sur 0, j'applique sur Vn, j'applique sur Vn plus 1 et j'applique sur 1,5. Et comme f, on a dit juste avant que c'était une fonction croissante, ben, comme c'est une fonction croissante,
je peux dire que les symboles ici vont rester dans le même sens. Alors, je vais remplacer les choses. Alors, f de 0, je peux le calculer. Vous pouvez le calculer rapidement, ça fait 0. F de 1,5 est un tout petit peu plus casse-pied à calculer, mais ça vous prend pas tellement de temps que ça à faire. Vous allez le trouver, vous allez trouver la valeur qui est égale à 0,4. Donc 0,4, ben, un coup de bol, ça veut dire que c'est plus petit que 1,5. Donc ça veut dire que lui, il est plus petit que 1,5. Donc bah, ça veut dire que lui aussi, il est plus petit que 1,5. Lui aussi, et lui aussi, bien entendu, on garde l'ordre. Donc bah, je remplace tout ça donc, dans mon inéquation. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça devient 0, plus petit que Vn plus 1, plus petit que Vn plus 2, plus petit que 1,5. Bon, ben, le résumé que je fais, c'est que ben, quand je pars de Vn plus petit que Vn plus 1, plus petit que 1,5, ben, je me retrouve avec Vn plus 1, plus petit que Vn plus 2, plus petit que 1,5. Donc ça veut dire qu'en partant de la propriété Pn, j'arrive à la propriété de l'étape suivante, c'est-à-dire Pn plus 1. Donc ben, si vous avez ça, ben, ça veut dire que la récurrence fonctionne. Et si la récurrence fonctionne, alors que vous avez déjà initialisé votre propriété, ben, ça veut dire que la propriété, elle est vraie tout le temps. Donc, quel que soit n, je peux dire que ma propriété Pn est vraie. Donc, exercice terminé. J'ai bien montré par récurrence que cette propriété était tout le temps vraie. Alors, on enchaîne avec une question qui va souvent avec. Montrer que la suite Vn est convergente. Alors, convergente, je rappelle, ça veut dire qu'il y a une limite. J'utilise tout simplement ce cas-là. Donc, vous avez une propriété que vous avez vue en classe qui vous permet de dire qu'une suite est convergente. Il faut qu'elle soit majorée. Si vous regardez ce qu'il y a ici, Vn il est tout le temps plus petit que 1,5. Donc 1,5 est un majorant. Vn est majoré par 1,5. Il faut aussi que la suite elle soit croissante. Ben, je vois ici que pour tous les n, ben, Vn plus 1 il va battre Vn. Donc la suite elle est bien croissante. La suite est croissante et majorée. Dans ce cas-là, je peux dire qu'elle est convergente. Au niveau rédaction, ça vous prend donc seulement 3 lignes. Une ligne pour justifier qu'elle est croissante, une suite pour dire que c'est majoré, et dire que bah, vu qu'elle est croissante et majorée, je peux affirmer qu'elle est convergente. Question terminée. J'enchaîne avec la dernière question qui va avec ça. Je veux déterminer la valeur de L. Alors ils sont super gentils parce qu'ils vous rappellent que L c'est une solution de l'équation f de x égale x. Rappelez-vous, f de x égale x, je l'ai fait tout à l'heure, f de x égale x. J'avais trouvé deux solutions qui étaient 0 et 0,375. Donc c'est-à-dire que la limite, c'est une de ces deux-là. Alors, sauf qu'il y en a une tout de suite, je peux dire, ben, c'est pas possible. Parce que rappelons-nous, Vn, on sait qu'on a la toute première valeur, V0, qui est positive. Et strictement positive. On commence à V0 égale 0,1, rappelez-vous. Et Vn est croissante, donc je peux pas aller vers 0. Donc vu que la réponse 0 n'est pas acceptée, j'en déduis que la bonne réponse c'est 0,375. La question s'enchaîne en vous demandant si on a un problème avec l'équilibre du milieu naturel. Rappelez-vous que la difficulté c'était qu'il ne fallait surtout pas dépasser les 400 000. 0,375 ça veut dire que votre suite va vers les 375 000 insectes, donc on ne va pas dépasser les 400 000. Donc l'équilibre du milieu naturel devrait être préservé. La toute dernière question de cet exercice, donc on vous demande un petit exercice de programmation. Alors, donc vous avez une fonction qui est définie donc ici via le langage Python. Là, à partir de ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous comprenez le programme Python et vous allez pouvoir répondre aux questions assez facilement en utilisant juste des calculs sur les suites, soit vous programmez tout simplement ce programme-là sur votre calculatrice et vous regardez ce que ça donne. Parce qu'on vous pose que deux questions. Qu'est-ce qui se passe si jamais on fait seuil de 0,4 et donner le résultat de seuil de 0,35 et faire une interprétation de la valeur? Bon bah c'est parti, je reprends ma calculatrice. Ma calculatrice, alors je vous avoue, j'ai déjà tout préparé à l'avance. Donc dans Python, j'ai un programme donc ici déjà prêt back. Donc c'est exactement la fonction qu'on m'a demandé de taper. Donc une fois qu'elle est faite, je vais ici sur les trois petits points, j'exécute mon script. Alors il se passe rien, mais maintenant je peux utiliser une fonction, alors en appuyant sur le bouton var ici, une fonction qui s'appelle seuil. Et alors je peux faire seuil de 0,35. Je suis exprès de faire la deuxième question en premier. Seuil de 0,35, j'ai un résultat, c'est 6. Si je fais seuil de 0,4, il ne se passe pas grand-chose. Alors normalement sur les calculatrices, les vraies calculatrices, vous avez un petit symbole pour vous indiquer qu'elle est en train de réfléchir. Et là, elle est en train de réfléchir. Sauf que il n'y a rien qui se passe. Parce qu'elle réfléchit,
Et alors, seuil de 0,4, faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors là, ici, j'appuie sur cette petite touche-là pour dire, ben c'est bon, stop, arrête-toi là. Alors, j'explique ce qui se passe. Donc, là, ici, la fonction seuil, elle me dit de démarrer à 0,1 pour n égale 0. Et tant que v, alors v, ça représente ma suite, est inférieur au nombre que j'ai donné, ben, je continue à calculer la suite. Donc là, ici, il fait v égale 1,6v moins 1,6 fois v, donc fois v carré. Donc là, ici, on est en train, en fait, de calculer vn plus 1. Donc, en gros, il va vous donner la valeur de n ici, qui vous indique à partir de quel moment la suite dépasse la valeur que vous avez donnée. Donc seuil de 0,35, ça nous a répondu 6, ça veut dire que dès que j'ai n égale 6, le résultat de Vn a dépassé le 0,35. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Alors je l'avais pareil programmé ici à l'avance dans le menu suite. J'ai ma suite un plus 1, 1,6 un moins 1,6 un carré, u0 égale 0,1, et si je regarde le tableau, donc effectivement, si j'arrive à v6, j'ai bien dépassé le 0,35. Alors pourquoi il ne s'est rien passé pour 0,4? Ben, tout simplement parce que 0,4, ben, on va jamais le dépasser. Rappelez-vous que vous aviez une limite à 0,375. Donc là ici, le 0,375 n'est pas dépassable. Au passage, là ici, la calculatrice fait des arrondis parce qu'elle n'est pas capable d'écrire tout le nombre en entier. Donc la réponse à donner. Qu'est-ce qui se passe si on saisit seuil de 0,4? Il ne se passe rien parce que jamais la suite ne va dépasser 0,4. Donc la fonction ne donne aucun résultat. Donc si vous voulez donner du vocabulaire, vous pouvez dire qu'il y a une boucle infinie car le seuil de 0,4 ne sera jamais dépassé. Le seuil de 0,35, j'ai donné 6, ça veut dire que je dois attendre 6 mois pour dépasser les 350 000 insectes. Je rappelle, 0,35 ici, donc on parle en millions d'insectes, donc ça fait 350 000 insectes, et le nombre n représentait le nombre de mois. Voilà, j'espère que cet exercice est clair. Terminé pour celui-ci. On arrive sur l'exercice de géométrie dans l'espace. Donc à mon avis, ça devait être le plus difficile pour la plupart des élèves, déjà parce que la géométrie dans l'espace n'est pas toujours appréciée, et surtout parce que les questions sont extrêmement variées. Donc comme je l'ai dit en plus, si vous loupez sur les premières questions, malheureusement la suite devient un petit peu difficile. Alors, on vous donne deux plans. Alors pour l'instant, donc la première question va se concentrer sur le plan P1. Donc je vous donne une équation cartésienne qui est 2x plus y moins z plus 2 égale 0, et je vous demande les coordonnées d'un vecteur n1 normal au plan P1. Bon là ici vous avez juste à connaître votre cours, ça c'est une équation de type ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc a, b, c, les nombres qui sont devant x, y, z, forment un vecteur normal au plan donné. Donc les coefficients étant 2, alors ici c'est pas marqué mais c'est 1 et là c'est moins 1, donc le vecteur 2, 1, moins 1 est un vecteur normal de P1. Terminé pour la première question. Rien à justifier, vous avez le droit de répondre directement. Rappelez-vous juste que c'est parce que c'est une équation cartésienne d'un plan de forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Question B. On vous dit que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur normal à l'un des plans est orthogonal à un vecteur normal de l'autre plan. Montrez que les plans P1 et P2 sont perpendiculaires. Donc là ici, un vecteur normal à P1, j'ai celui-là. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous n'avez pas trouvé la question A, vous ne pouvez pas faire la question B. Et donc vecteur normal à P2, donc il est donné ici, c'est celui-là. Pour montrer que des vecteurs sont orthogonaux, je vous rappelle la méthode, on fait le produit scalaire. Pour faire le produit scalaire entre le vecteur n1 et le vecteur n2, vous prenez leurs coordonnées, donc les x ensemble, 2 fois 1, les y ensemble, 1 fois moins 1, les z ensemble, moins 1 fois 1. Et vous additionnez le tout. Bon, je détaille pas le calcul, ça fait 0 à la fin. Un produit scalaire qui fait 0, ça veut simplement dire que les vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc là ici, vous avez le droit de donner votre réponse. Les vecteurs n1 et n2 sont orthogonaux. Donc, et d'appliquer la définition qui est donnée ici. Si les vecteurs donc, normaux sont orthogonaux, j'ai le droit de dire que les deux plans sont perpendiculaires. Bref, P1 et P2 sont perpendiculaires. J'enchaîne avec la question 2. Donc la question 2, on vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P2. Donc je rappelle qu'une équation cartésienne, c'est censé ressembler à ça. Une équation cartésienne de plan, je précise. Avec A, B, C, qui représente un vecteur normal au plan. Ça tombe bien parce que ici, je sais déjà que le plan P2, il a N2, donc le vecteur 1, moins 1, 1, comme vecteur normal. Donc j'ai le droit de remplacer A par 1, B par moins 1 et C par 1. Ça y est, j'ai déjà trouvé 3 nombres sur 4. Donc ça veut dire que mon équation cartésienne, ça va être x moins y plus z. Alors il y a encore d que j'ai pas retrouvé.
qui doit faire 0. Mais on nous a dit dans l'énoncé que le point B, il était sur le plan P2. Donc je vous l'invente pas, hein, c'est bien marqué ici, le plan P2 passe par le point B. Donc ça veut dire que si vous remplacez les valeurs de x, y et z par les coordonnées de B, ben c'est censé fonctionner dans l'équation de ce plan. Donc j'ai remplacé x, y et z par 1, 1, 2. Donc j'ai une petite équation qui va me permettre de trouver D. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous de trouver que D va être égal à moins 2. Donc vous faites 1, moins 1, 0, 2, le 2 vous le passez de l'autre côté, ça devient moins 2. Et n'oubliez pas de conclure, vous recopiez cette équation-là en remplaçant le D par la valeur que vous avez trouvée. Et vous avez terminé une équation cartésienne du plan P2, c'est x moins y plus z moins 2 égale 0. La question 2b. Donc on vous donne une droite, alors on est super sympa, on vous donne une équation, enfin une représentation paramétrique toute faite, et on vous dit de montrer que delta est l'intersection des plans P1 et P2. Vous avez deux méthodes possibles. Alors je vais insister déjà au départ, c'est que oui, je sais que l'intersection de P1 et P2 c'est une droite. Des plans, je vous rappelle, des plans c'est soit l'intersection est vide quand le cas des deux plans sont parallèles, vous avez l'intersection donc des deux plans où ils sont confondus, ils sont posés l'un sur l'autre, et le cas le plus fréquent c'est l'intersection des plans qui est une droite. Alors je sais que les plans P1 et P2 sont perpendiculaires, donc c'est certain que leur intersection est une droite. Et là ici vous avez deux possibilités de travailler. Soit vous faites en mode je suis pas au courant, je connais pas donc ça ici je suis pas au courant et je cherche moi-même l'intersection des deux plans. Donc là ici c'est ce que l'on aimerait d'un élève de terminale. Soit vous profitez qu'on vous a donné la réponse et vous vérifiez juste. Donc si vous voulez vérifier, vous avez juste à dire bah, les points de la droite delta. Donc je vais essayer de les mettre dans l'équation donc du plan P2. Donc x moins y qui est ici, x moins y plus z moins 2 égale 0. Je vais remplacer par les valeurs ici, je vais remplacer x par 0, y par moins 2 plus t et z par t, et je vais vérifier est-ce que ça fait bien 0. Donc si ça marche, je pourrais dire bah oui, la droite delta, elle est bien sur P2. Et il faut aussi vérifier est-ce qu'elle est bien sur P1. Donc vous allez remplacer de la même manière. Donc 2x plus y moins z plus 2. Vous allez remplacer le x, le y et le z par les valeurs qui sont données ici. 0, moins 2 plus t et t. Donc si en faisant ce calcul-là avec les valeurs données, ça vous donne 0, vous avez le droit de dire la droite elle est bien incluse dans P1. Donc si elle est incluse dans les deux plans, c'est bien l'intersection. Je vais quand même vous montrer la rédaction si jamais vous deviez le trouver par vous-même. Si jamais vous devez le trouver par vous-même, vous cherchez l'intersection des plans P1 et P2. Donc vous cherchez tous les points qui vont être sur les deux plans en même temps. Les points donc de coordonnées x, y, z. S'ils sont sur les deux plans en même temps, ça veut dire que les deux équations, donc celle de P1 et celle de P2, sont vérifiées en même temps. Alors moi je m'aperçois d'un truc sympa tout de suite, c'est que là ici j'ai plus y et moins y. Moins z et plus z. 2 et moins 2. Et je me dis, bah tiens, super, si j'additionne, j'ai tout ça qui s'en va. Et si vous additionnez tout, donc alors y moins y ça s'en va, moins z plus z ça s'en va, 2 moins 2 ça s'en va, 0 plus 0 bon ça va, 0, et 2x plus x, bon ça fait 3x. Donc voyons le bilan, c'est que vous avez 3x égale 0. Je me suis permis de garder la deuxième équation au cas où, parce que là pour l'instant ça va me permettre juste de trouver x. Bon, 3x égale 0, j'espère que ça va pour tout le monde pour me dire, ok, bon bah x égale 0. Et si x égale 0, alors je le remplace ici. Donc si x égale 0, le x, décidément, le x qui est ici va être égal à 0 également. Donc là ici, je vais me permettre d'isoler les choses. Bon, je peux passer le y de l'autre côté, ça va faire y égale z moins 2. Donc y égale z moins 2. Bon, alors j'ai une équation, j'ai le droit de dire qu'il me manque une équation. Alors je vais me permettre de placer ce qu'on appelle un paramètre, donc que je vais appeler t. Je vais dire que z va être égal à t. Donc si z est égal à t, y sera égal à t moins 2, donc parce que j'ai juste remplacé ici le z par un t, et x égale 0, c'est ce que j'avais trouvé ici. Donc tous les points x, y, z qui sont sur P1 et P2 en même temps vont vérifier ces petites informations paramétriques. Et si je regarde bien, ma bonne nouvelle, c'est exactement celle que l'on m'avait vendue ici dans la question de B. Donc je peux confirmer que ceci est bien la droite delta. Je marque une petite phrase de conclusion pour le faire proprement. Et très honnêtement, si vous y jetez un petit coup d'œil, c'est pas plus long que de vérifier la droite en remplaçant directement dans les équations.
Ça prend juste un petit peu plus de réflexion et ça montre quand même que vous connaissez un peu mieux votre cours et que vous n'avez pas besoin qu'on vous souffle la réponse pour les trouver par vous-même. J'enchaîne sur la question suivante. La question suivante, je vais me permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc, on vous introduit un point A de coordonnées 1, 1, 1. On vous dit juste que le point A, il est ni sur P1 ni sur P2. On vous dit que H, c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite delta. Donc, ça veut dire que, en gros, le point H, il est placé de manière à ce que la distance AH, ce soit la distance la plus petite entre A et delta, mais aussi que la droite, le segment AH, soit perpendiculaire à la droite delta. Donc on est sympa, on vous rappelle que delta, ces points ont des coordonnées qui s'écrivent de cette manière-là, et on vous demande de montrer que pour tout réel t, la longueur AMT est égale à racine de 2t carré moins 8t plus 11. Alors il faut juste savoir comment est-ce que vous faites une distance entre deux points. Ben, vous prenez les écarts de leurs coordonnées, donc xmt moins xa, ymt moins ya et zmt moins za, vous les mettez tout au carré, et vous calculez ce que ça donne. Donc xmt, donc on avait dit c'est 0, moins xa, on avait dit c'est 1. Donc 0 moins 1. Ymt c'est moins 2 plus t, moins ya, donc moins 1. Zt c'est zmt, c'est t, moins 1. Donc voilà ce que ça donne. Donc le calcul est pas trop méchant à faire. Donc ça fait moins 1 au carré, donc ça fait 1. Là ici ça fait donc moins 2 et moins 1, ça fait moins 3, donc t moins 3 au carré. Et vous utilisez vos identités remarquables. J'espère que ça passe pas de problème. Donc t carré moins 6t plus 9, t carré moins 2t plus 1, et vous regroupez le tout, j'arrive bien à 2t carré moins 8t plus 11. Bon, ils sont sympas et vous avez donné la formule. On vous dit d'en déduire que AH égale racine de 3. Donc AH. Donc H, c'est un point qui est sur la droite delta, donc H, c'est un point comme cela. Mais c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui est placé pour que le résultat soit le plus petit possible. Donc deux méthodes. Il faut que vous trouviez la valeur de t. Donc il faut trouver la valeur de t pour que ça ce soit le plus petit possible. Ben, vous pouvez imaginer sans la racine carrée, vous pouvez dire c'est un polynôme de second degré. Je sais très bien qu'un polynôme de second degré a un minimum ou un maximum. Alors là, si c'est un minimum parce que le petit a est supérieur à 0, et donc dans ce type de formule, le minimum il est atteint pour x égale moins b sur 2a. Donc j'ai déjà marqué ici les choses. Donc, on cherche le minimum de cette fonction-là. On va juste regarder la fonction de second degré. On sait que en utilisant la formule moins b sur 2a, donc moins 8 sur 2 fois 2, on trouve l'antécédent du minimum. Donc, on trouve t égale 2. Je remplace t égale 2 dans la formule. Ça donne 3. Alors attention, 3, c'est le résultat de ce qui est sous la racine carrée. Donc, ah égale racine de 3. Il y a une autre façon de trouver le nombre t. C'est de se dire que ah et la droite delta doivent être perpendiculaires. S'ils sont perpendiculaires, je peux dire que je peux prendre un vecteur directeur de delta, je peux prendre le vecteur AH, et ils sont censés être orthogonaux. Alors, donc, vecteur directeur de la droite delta. J'affirme que c'est 0, 1, 1. Je vous rappelle comment est-ce qu'on trouve un vecteur directeur quand vous avez une représentation paramétrique. Donc là ici, donc le t, il n'y en a pas, donc coefficient 0, le t coefficient 1, le t coefficient 1. Donc 0, 1, 1 pour un vecteur directeur. Ensuite, coordonnées du vecteur AH. Donc bon, normalement le H il est censé être sous cette forme-là. Donc AH, donc pour passer de 1 à 0, je fais moins 1. Donc ensuite, là ici, pour passer de 1 à moins 2 plus t, le mieux c'est d'écrire la soustraction. Moins 2 plus t moins 1, et ici d'écrire t moins 1. Bon, en vrai, vous allez retrouver 1, t moins 3 et t moins 1. Donc c'est ça, c'est exactement ces valeurs-là que vous avez. Une fois que vous les avez, vous faites un produit scalaire. Donc le produit scalaire doit être égal à 0 si vous voulez un angle droit. Pour faire le produit scalaire, vous avez juste à faire donc 0 fois 1 fois t-3, 1 fois t-1. Bon, vous rassemblez tout ça et vous voulez que ce soit égal à 0 pour avoir un bel angle droit. Si vous faites ça, vous avez une petite équation qui se résout assez facilement et qui va vous amener t égale 2. Ça tombe bien, c'est exactement le même t égale 2 que vous avez trouvé ici. Dès que vous avez trouvé t, vous faites le même travail que ici, vous le remplacez dans la formule et vous trouvez la mesure AH. On arrive à la question 4. Donc, on vous dit que l'on prend une droite D1 qui est orthogonale à P1, qui passe par le point A. On vous dit que H1 est le projeté orthogonal du point A sur P1. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est H1 à ce moment-là. On vous demande d'abord une représentation paramétrique de la droite D1. Si vous voulez une représentation paramétrique, il vous faut deux choses.
un vecteur directeur et un point. Bon bah ça tombe bien, un point j'en ai déjà un, le point A. Le point A, je connais ses coordonnées. 1, 1, 1, si j'ai pas de bêtises. Et ensuite il me faut un vecteur directeur de D1. Et D1, on me dit juste c'est orthogonal au plan P1. Bah ça tombe bien, P1, je connais un vecteur normal à P1. J'en ai trouvé un tout à l'heure, c'était la toute première question. Donc je sais que D1 est dirigé par un vecteur normal à P1. Je peux prendre 2, 1, moins 1. Donc je rappelle, c'est le vecteur que vous avez donné à la toute première question de cet exercice. Je sais aussi qu'elle passe par le point A, donc coordonnée 1, 1, 1. Donc représentation paramétrique, vous pouvez la faire de cette forme-là. Donc le point de départ, 1, 1, 1. Donc, et les coefficients de 1, moins 1 multipliés par le paramètre t. Voilà, ça c'est la représentation paramétrique que vous pouvez utiliser pour D1. La question 4, B. Donc là ici, pas une question méchante parce qu'on vous donne la réponse à la fin. Donc vous devez trouver ça comme résultat. On veut les coordonnées du point H1. Revérifiez qu'est-ce que c'est que H1. H1, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P1. Alors bon, déjà première information, il est sur le plan P1. Et en plus, c'est le projeté orthogonal. Donc vu que c'est le projeté orthogonal du point A, bah, ça veut dire qu'il suffit de prendre la droite orthogonale qui passe par le point A. Bah tiens, justement, c'est D1. Donc ça veut dire que le point, il est aussi sur D1. J'ai un point qui est sur D1 et P1 en même temps. Alors s'il est sur D1, ça veut dire que ses coordonnées, elles vont être comme ça. Donc je peux dire que mon point H1, déjà ses coordonnées, je vais les écrire de cette manière-là. Ça va être votre première étape. Donc ici, je peux dire que les coordonnées sont de cette forme-là. D'accord? Vu qu'il est sur D1. Alors, et en plus, vu qu'il est sur P1, je rappelle que j'ai une équation pour P1. Je la réécris ici, 2x plus y moins z plus 2 égale 0, c'est l'équation qu'on avait donnée au tout début de l'énoncé. Donc ben, si vous remplacez les coordonnées dans P1, c'est censé matcher, vu que H1 il est aussi sur P1. Donc je remplace, donc plutôt que 2x ce sera 2 fois 1 plus 2t, plus y donc plus 1 plus t, moins z donc moins 1 moins t, donc faites attention au moins qui se distribue, moins 1, et moins t ça fera plus t. Donc ben, au final, vous avez une petite équation toute gentille dans laquelle vous allez chercher la valeur de t. Donc je vous fais confiance pour être capable de la résoudre par vous-même. Donc vous développez et vous allez trouver à la fin t égale moins 2 tiers. Maintenant que vous avez la valeur de t, ben, vous la remplacez ici dans cette formule-là pour avoir les coordonnées. Donc 1 plus 2 fois 2 tiers, 1 plus moins 2 tiers et 1 moins 2 tiers. Donc là ici, pardon, 2 fois moins 2 tiers. Bon, c'est du calcul et vous trouvez à la fin moins 1 tiers, 5 tiers. Et je suis plutôt rassuré parce que c'est exactement les résultats qu'on m'avait annoncés. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Hop, je vais juste faire une toute petite pause sur le calcul. Hop, faites pause si vous voulez avoir le temps de lire ce qui est écrit. Et je passe à la question suivante. La question suivante. Alors, ils sont sympas, ils vous font enfin un dessin. En vrai, si vous aviez eu ce réflexe, si vous aviez du mal à comprendre l'exoncé des questions précédentes, vous pouviez regarder ce dessin à n'importe quel moment. Alors, ce dessin représente la situation. Donc, on vous donne un nouveau point H2, le projeté orthogonal de A sur le plan P2. On vous donne ses coordonnées. Pas besoin de les calculer, c'est sympa. On vous dit le point H a pour coordonnées 0, 0, 2. Donc le point H ici, donc donnée de force. Et on vous demande donc montrer que A, H1, H, H2 est un rectangle. Bon, ce qu'il faut repérer, c'est que vous connaissez les coordonnées de tout le monde. A, H1, H2, H, vous les connaissez tous. Alors pour montrer que vous avez un rectangle, il y a plusieurs méthodes. Mais la première, c'est déjà de justifier que vous avez donc un parallélogramme. Bon, vous pouvez faire plein de façons différentes, hein. Vous pouvez calculer tous les côtés, vous pouvez chercher les angles droits. Mais la méthode la plus simple, et désolé de vous l'apprendre, mais c'est une méthode qui est vue en classe de seconde, c'est de vérifier d'abord que vous avez un parallélogramme. Pour montrer que vous avez un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur AH1 qui est ici, c'est le même que le vecteur H2H. Ça tombe bien, j'ai les coordonnées des points. Donc AH1. Donc pour aller de 1 à moins 1 tiers, j'enlève 4 tiers. Pour aller de 1 à 1 tiers, j'enlève 2 tiers. Pour aller de 1 à 5 tiers, j'ajoute 2 tiers. Donc là ici, ça me donne les coordonnées du vecteur AH1. Moins 4 tiers, moins 2 tiers et 2 tiers. Je fais la même chose avec H2H. H2H, vous avez les coordonnées. Donc pour aller de 4 tiers à 0, j'enlève 4 tiers. Pour aller de 2 tiers à 0, j'enlève 2 tiers. Pour aller de 4 tiers à 2, donc il faut rajouter 2 tiers. Donc vous avez les coordonnées de ces deux vecteurs. Oh, surprise, c'est exactement les mêmes.
Deux vecteurs égaux, c'est obligatoirement que vous avez un parallélogramme. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième étape, si vous voulez donc montrer que vous avez un rectangle, il y a plusieurs méthodes possibles. Soit vous montrez que vous avez un angle droit, donc vous pouvez prendre le vecteur AH1, le vecteur H1H et montrer qu'ils sont orthogonaux, donc avec un produit scalaire. Ou bien alors vous pouvez calculer les mesures des deux diagonales et montrer qu'elles sont égales. Alors moi je vais partir sur les diagonales parce que là ici je vois que la première diagonale s'appelle AH et AH vous avez déjà dit que AH faisait racine de 3. Donc je vais juste calculer l'autre diagonale, H1, H2, en me disant que ben, H1, H2, je connais leurs coordonnées. Donc vecteur H1, H2, de moins un tiers à 4 tiers, ça fait 5 tiers. De un tiers à 2 tiers, ça fait un tiers. De 5 tiers à 4 tiers, ça fait moins un tiers. Donc H1, H2, j'ai ces coordonnées. Pour avoir la longueur, ben, je fais la racine des carrés des coordonnées. Donc 5 tiers au carré, un tiers au carré, un tiers au carré. On s'en fiche du moins, vu qu'on met au carré, ça fait du positif tout le temps. Et donc à la fin, bon, vous allez trouver racine de 3. Bon, le résumé, c'est que les deux diagonales H1, H2 et H sont de même mesure, et un paragramme dans les diagonales de même mesure est un rectangle. Voilà, terminé pour cet exercice, il n'y avait rien de plus à faire. Voilà, cette question déstabilise un petit peu parce qu'il faut se rappeler de vieilles méthodes, mais elle n'était pas en soi extrêmement difficile. C'est juste qu'il faut vraiment prendre du temps pour se rappeler comment on fait. Et moi, je vous ai exposé une méthode, mais il y avait plein de façons possibles de le faire. On arrive enfin sur l'exercice 4. Dernier exercice, donc limité, pardon. Donc dernier exercice uniquement sur les fonctions. Donc on a une fonction donc, qui a x associe ln de 1 plus exponentielle moins x. On vous donne un dessin tout de suite de la fonction. Donc ce dessin n'est pas forcément très utile pour la suite, mais on va quand même y jeter un coup d'œil. Donc on vous pose une série de petites questions. Donc la première d'entre elles, c'est de déterminer deux limites. On veut la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini. Bon, vous pouvez regarder vite fait le dessin. Alors, en moins l'infini, bon, on sent quand même du plus l'infini par là. Et en plus l'infini, on sent quand même que ça a l'air de se diriger vers le nombre 0. Alors, pour avoir la limite de cette fonction, alors je vais déjà regarder la limite de l'intérieur. Donc, moins l'infini. Votre x va vers moins l'infini, donc ça veut dire que moins x va vers plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc là, ici, l'intérieur, ça va vers plus l'infini. Et ln de plus l'infini, ben, ça va vers plus l'infini. Au niveau de la présentation, vous faites juste ça. Donc l'intérieur, c'était 1 plus exponentielle moins x. Donc quand x tend vers moins l'infini, je précise que ça va vers plus l'infini. Je rappelle que la limite du logarithme de quelque chose que j'appelle grand X, quand le grand X va vers plus l'infini, ben, ça fait plus l'infini. Alors le grand X, je suis en train de parler en fait de ce truc-là. C'est lui qui va vers plus l'infini. Donc par composition, j'ai le droit de dire que ln de 1 plus exponentielle moins x, quand le x tend vers moins l'infini, bah au final ça me donne plus l'infini. Alors je dois faire la même chose, mais pour x qui va vers plus l'infini. Donc je refais la même chose. Alors x va vers plus l'infini, donc moins x ça va vers moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, vous devez savoir que ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et donc ln de quelque chose qui va vers 1, ln de 1, ben, je connais ln de 1, ça fait 0. Donc, la rédaction est très similaire. Donc je vais d'abord indiquer que je fais la limite donc en plus l'infini de 1 plus exponentielle moins x. J'affirme que ça fait 1. Je vous oblige pas à détailler que exponentielle moins x, ça va vers 0. La limite de ln de quelque chose, quand le quelque chose va vers 1, donc je parle du quelque chose, je parle de lui, ben ça va vers ln de 1, vu que c'est une fonction continue, et ln de 1, vous connaissez la valeur, ça fait 0. Donc la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, ça fait 0. Alors, ça fait 0, donc là ici ça va vers 0, donc ça va suivre une trajectoire assez horizontale, donc vous appelez asymptote, asymptote d'équation y égale 0, valable en plus infini. Donc ça, c'est la petite phrase que l'on attendait de votre part. On en déduit que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote horizontale en plus infini d'équation y égale 0. Donc ça, l'interprétation graphique du résultat qu'il ne fallait pas oublier. On admet que la fonction f est dérivable sur R, on note f' sa fonction dérivée, et on vous dit calculer f'. Alors attention ici, vous avez une réponse qui est donnée, et on vous dit de chercher f'. Alors là, c'est un petit peu vicieux, parce que regardons ce qui se passe quand vous faites f'. Alors, f, je rappelle que f, c'est ln de 1 plus exponentielle moins x. Donc ln de u. Donc ln de u avec le u, c'est ça.
Alors, quand vous avez ln de u, il vous faut u'. Alors, il faut que je dérive lui. La dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de exponentielle moins x, alors je dérive moins x, ça fait moins 1. Donc, je le passe devant. Moins 1 fois exponentielle moins x. Et la dérivée de ln de u, vous connaissez vos formules, c'est u' sur u. Donc, si j'applique u' moins exponentielle moins x, u1 plus exponentielle moins x. Mince, c'est pas ce que l'on m'avait annoncé. Pas de bol. Et en plus, je suis sûr de mon coup, je connais mes formules, je vois pas comment ça peut être autre chose. Alors, en fait, il faut vous focaliser sur l'exponentielle moins x ici. Il faut vous débarrasser de ce exponentielle moins x. Il y a plusieurs façons de le faire. La première méthode, c'est de multiplier par exponentielle plus x en haut et en bas. Donc, je multiplie par exponentielle plus x. Donc, si vous faites 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x. Exponentielle moins x fois exponentielle x, vous avez le droit de faire moins x plus x, ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc vous avez 1 plus exponentielle de x en bas. Et en haut, donc je retrouvais avec moins exponentielle 0, ce qui fait moins 1. Ouf, c'est bien ce que j'attendais. J'enchaîne la question D assez rapidement, parce que si je regarde, le numérateur c'est moins 1, c'est négatif. Le dénominateur, 1 plus exponentielle x. L'exponentielle est toujours positive. Vous faites plus 1, ça reste positif. Donc le tableau de variation est assez rapide à faire. Donc, voilà, vous pouvez le représenter sous cette forme-là. Donc, moins 1, le numérateur négatif, le dénominateur positif, et en plus il est jamais égal à 0. F' de x, donc négatif divisé par positif, ça fait négatif, et la fonction est décroissante. Vous avez le droit de vous rassurer, vous pouvez utiliser votre calculatrice. En vrai, sans utiliser la calculatrice, excusez-moi, je vous rappelle que dans l'énoncé, vous aviez un dessin qui vous montrait bien qu'elle était décroissante. Donc pas besoin de la calculatrice, vous aviez déjà la réponse qui était marquée. Question 2. Donc on vous parle d'une tangente. La tangente au point d'abscisse 0. Donc ça va, ils vous ont pas demandé le plus compliqué. Alors, je veux une équation de la tangente T0. Donc pour avoir l'équation d'une tangente en 0, j'ai besoin de calculer d'abord f de 0 et f' de 0. F de 0, donc ln de 1 plus exponentielle moins x, donc 1 plus exponentielle moins 0, 1 plus 1, ça fait 2, ln de 2. F' de 0, donc moins 1 sur 1 plus exponentielle x, 1 plus exponentielle de 0, exponentielle 0 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, moins 1 sur 2 ça fait moins 0,5. Vous connaissez normalement la formule pour trouver l'expression, enfin l'équation d'une tangente. Donc qui est f' de a fois x moins a plus f de a. Donc je remplace ici f' de 0 par moins 0,5, attention de ne pas confondre. Je remplace le f de 0 ici par ln de 2. Et alors ici, le moins 0, good bol, ça sert vraiment à rien. Donc ça va faire moins 0,5 fois x plus ln de 2. Au passage, moins 0,5x plus ln de 2. Tiens, quel hasard, vous avez quelque chose qui ressemble presque à ça dans la question C. On vous demande en question B de montrer que la fonction f est convexe sur R. Alors, montrer qu'une fonction est convexe sur R, la méthode à apprendre, normalement, c'est de calculer la dérivée seconde et d'étudier le signe de la dérivée seconde. Même si en vrai, vous pouvez aussi vous contenter de regarder la dérivée f'. La dérivée f', donc je vous rappelle, c'est moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Il pourrait être considéré comme évident que cette fonction-là, elle est croissante. D'accord? Parce que le 1 plus exponentielle x va augmenter fortement. Donc quand le dénominateur augmente, normalement ça réduit la valeur, donc c'est décroissant. Mais attention, on parle d'un nombre négatif, dans le monde des négatifs, tout fonctionne à l'envers, donc ça va être croissant. Bon, ça c'est seulement si vous estimez que c'est évident et que vous savez l'expliquer. Si vous voulez quelque chose de plus classique, on va calculer la dérivée f'. Donc pour dériver f seconde, alors il faut que je parte de f'. Donc je repars de la formule que l'on m'avait donnée de f', celle qui était dans l'énoncé, moins 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc ça c'est de la forme u sur v. Je peux donner d'autres formes, mais u sur v c'est le plus simple. Donc u sur v, je détaille un petit peu. U c'est le numérateur c'est a moins 1. La dérivée de u c'est 0. V c'est le dénominateur, 1 plus exponentielle x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de exponentielle x c'est exponentielle x. Je peux rappeler la dérivée d'une forme u sur v qui est u'v moins v'u sur v carré. Donc j'applique tout simplement cette formule-là.
Donc, application assez directe, donc U' 0 fois V, donc bon, ça s'en va. Moins V' exponentielle X fois U moins 1, donc moins fois moins plus, exponentielle X au numérateur, et au dénominateur, donc le V au carré, vous ne développez jamais le dénominateur. Je vais m'arrêter là, j'ai pas besoin de faire de tableau, parce que je vais considérer que le signe de ce truc-là, il est évident. Numérateur, c'est une exponentielle, c'est positif. 1 plus exponentielle, c'est strictement positif. Vous mettez au carré, c'est strictement positif. Ça, c'est forcément positif. Et donc, à retenir, c'est que si votre dérivé seconde, f seconde, est strictement positif sur R, vous pouvez dire que f est convexe sur R. Question terminée. Il m'en reste plus qu'une. En déduire. En déduire. Donc ça a un lien avec la question d'avant. Montrer que la fonction f est convexe, je devrais en déduire ça. Alors, une inégalité. Alors là, si je vois ma fonction, là, ici, j'ai attiré votre attention tout à l'heure en vous disant que c'était l'équation de la tangente. Et alors, on va repasser sur le dessin. Alors, quand une fonction est convexe, donc là, ici, la fonction en gras, en noir très plein, donc c'est la fonction f. Là, ici, vous avez la tangente T0. À savoir, quand une fonction est convexe, elle est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle où elle est convexe. Alors, vu qu'elle est convexe sur R, la fonction va tout le temps être au-dessus de T0. Donc je le rédige assez rapidement. Donc vu que votre fonction est convexe, je rappelle que sa courbe représentative se situe au-dessus de ses tangentes sur cet intervalle. Donc la fonction est au-dessus de la tangente. Donc j'insiste sur le fait que je parle de la tangente T0. Donc ma fonction f est au-dessus de la tangente T0. C'est pour ça que pour tout x, f de x est supérieur ou égal à moins 0,5x plus ln de 2. Question terminée. Donc il fallait juste montrer que vous connaissiez la définition. Nous avons quasiment terminé, on arrive à la question 3. Donc on vous parle de deux points, donc de coordonnées moins a, f de moins a, f de a. Bon, si c'est pas clair pour vous, vous pouvez regarder le dessin. Donc MA et NA, ce sont des points qui sont situés comme ça, donc ce sont des points qui sont sur la fonction. Alors, ils auraient pu le mettre sur le dessin, mais donc du coup, celui-là, son abscisse, c'est moins A. Celui-là, son abscisse, c'est A. Donc ce sont deux points qui sont en abscisse, alors symétriques en abscisse, on va dire ça comme ça. Lui, il est à une hauteur de f de A, et lui, il a une hauteur de f de moins A. Même si je vais vous avouer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir compris ce que c'était comme point pour faire les questions. Alors, montrer que pour tout nombre réel x, on a f de x moins f de moins x égale moins x. Bon, bah c'est parti pour un petit peu de calcul. F de x moins f de moins x. Je calcule. Alors, la formule est ln de 1 plus exponentielle moins x. Moins f de moins x. Alors, c'est la même formule, sauf que c'est du coup, c'est pas moins x, c'est moins moins x. Donc, ça va devenir plus x. Alors là, si vous voyez une soustraction entre deux logarithmes, je vous rappelle que vous pouvez utiliser ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. En faisant ça, je vais donc avoir le droit de rassembler ces deux logarithmes en un seul, ce qui va me permettre de simplifier déjà les choses. Je me permets au passage de transformer le moins moins x en plus x. Donc alors, ln de 1 plus exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle x. Voilà ce que j'obtiens ici. Alors, moi, il faut que j'arrive à moins x. Alors, faut réussir à bidouiller ce truc-là. Alors, bon, là, ici, je vois des exponentielles. Malheureusement, elles n'ont pas, du coup, le même signe en exposant. Mais j'ai le droit de faire quelque chose, j'ai le droit de factoriser. Je vais factoriser le numérateur par exponentielle moins x. Donc là, ici, c'est exponentielle moins x fois 1. Et là, ici, donc, vous avez après à factoriser, vous pouvez faire 1 divisé par exponentielle moins x. Alors, voyez ce que ça donne. Si vous faites ça, donc alors comme je disais, donc le 1 c'est exponentielle moins x fois exponentielle x. Donc ça fait exponentielle 0, ça fait bien 1. Exponentielle moins x fois 1, donc ça fait exponentielle moins x, c'est bon, j'ai bien factorisé. Alors pourquoi j'ai factorisé? Donc en espérant que j'ai une simplification, tout simplement. Et là ici j'ai effectivement 1 plus e de x et 1 plus e de x, super, ça se simplifie. Et bon bah si ça se simplifie, ça veut dire qu'il va vous rester juste le e de moins x qui est ici, parce que tout le reste se simplifie. Donc ln de e de moins x, bah, coup de bol, ln et exponentielle sont des fonctions réciproques, du coup il va vous rester seulement moins x. Donc on a bien répondu à la question petit a, on a bien confirmé le résultat moins x. Bon, la question de calcul n'est pas forcément la plus facile, il faut avoir l'habitude de manipuler les exposants et les factorisations.
J'arrive sur la toute dernière question de ce bac. On vous demande de montrer que deux droites sont parallèles. Alors pour montrer que deux droites sont parallèles, bon, alors on est dans le cadre d'un repère, donc soit vous avez la notion de vecteur directeur, alors des vecteurs on en a déjà fait tout à l'heure, on va peut-être arrêter, soit vous avez la possibilité de parler de leur coefficient directeur. Alors la droite T0, droite T0, je rappelle, c'était celle-là, donc T0, son coefficient directeur, il est là, c'est le nombre en multiplication avec le x, c'était moins 0,5. Donc je connais déjà le coefficient directeur de T0. Donc, donc moins 0,5 ou moins 1,5 si vous voulez l'écrire en fraction. Et je vais chercher aussi le coefficient directeur de MANA. Alors, vous avez deux points, vous connaissez une formule, donc quand vous cherchez le coefficient directeur d'une droite AB, normalement vous la connaissez, YB moins YA sur XB moins XA. Bon bah là c'est presque pareil, sauf que c'est MA et NA. Donc si j'applique la formule, j'ai juste à remplacer les choses. Alors, YNA moins YMA. Alors, YNA c'est F de A, YMA c'est F de moins A. XNA c'est A, et XMA c'est moins A. Donc attention en bas, je vais avoir A moins moins A. Donc le calcul, j'ai juste à l'écrire, ça va être assez clair. Le A moins moins A, donc moins moins, ça fait plus, vous avez 2A au dénominateur. Alors, f de A moins f de moins A, c'est censé vous embêter un petit peu, sauf que, alors, en déduire, faut utiliser la question précédente. J'avais f de x moins f de moins x qui faisait moins x. Bah, f de A moins f de moins A, c'est pareil, sauf qu'on a juste changé la lettre. Donc ça veut dire que ce calcul-là, il va donner moins A. Donc si vous avez ça, le calcul devient moins A sur 2A et vous donne moins 1 demi. Les coefficients directeurs, sont les mêmes. Deux droites qui ont le même coefficient directeur, vous avez le droit de dire qu'elles vont avoir, donc du coup, la possibilité, enfin, vous êtes sûr qu'elles sont parallèles. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à comprendre ce sujet. Bon courage donc pour ceux qui attendent leurs résultats et à la prochaine fois pour un prochain corrigé.